Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, nous sommes à l'orée des vacances de la Toussaint et on va parler de la mort à l'occasion de la sortie d'un livre pratique et sensible sur la façon d'aborder le sujet avec les enfants. Il est signé Nadège Pétrel, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité, anniversaire et programmes d'histoire. Louis XI est né il y a 600 ans. Louis XI, oui, ce roi mal aimé, en partie injustement, nous dira Brandon. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Savez-vous ce que signifie jeter sa langue au chien? Eh bien, si comme moi vous donnez votre langue au chat, restez avec nous pour cette récré autour des proverbes et expressions d'origine féline. Rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira. Comme chaque semaine, notre diététicienne et nutritionniste viendra pour sa rubrique Plateau Repas. Peut-on atténuer les douleurs qui accompagnent les règles avec une alimentation adaptée? Dans certains cas, oui, elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Maman, c'est quoi la mort? Pourquoi on meurt? Où on va quand on est mort? Ces questions ouvrent 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. Livre qui vient de sortir chez Erol. Il est signé Nadège Pétrel. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez comme maman, infirmière puéricultrice, conférencière et intervenante en structure petite enfance. Et ce sont toutes ces personnes en vous qui parlent à travers ce livre. Comment il est né le projet du livre? Alors, quelque part oui, mais c'est aussi beaucoup par rapport à mon propre vécu. C'est-à-dire que j'ai moi-même découvert et côtoyé la maladie avec un cancer de la peau que j'ai découvert pendant ma première grossesse. Et j'ai côtoyé aussi la mort avec le décès de ma maman en 2016. Donc nos deux filles étaient nées. Et c'est vrai que j'ai dû chercher pas mal de ressources pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir essayer de faire en sorte que tout ça se passe avec le plus de douceur possible. Et après, effectivement, il y a tout le versant, de par mon métier, effectivement, Vous avez mis vos compétences professionnelles, au fond, au service de cette quête qui était une quête personnelle au départ. C'est un peu ça. Il y a des clés de différentes natures, ça c'est très important. Je veux bien que nous en disiez un petit mot. Il y a des conseils, des activités, plein de choses dans le bouquin. Alors en fait, effectivement, il y a plusieurs activités. Pourquoi? Parce que au-delà de discuter de tout ça avec les enfants, c'est bien de passer par le côté pratique pour tout ce qui est apprentissage, intégration pour les plus jeunes. Donc il y a des activités autour de la respiration, des exercices de yoga pour les amener à vivre aussi leurs émotions, parce que les émotions, elles se vivent, mais beaucoup à travers le corps, à travers le mouvement. Il y a des activités aussi pour comprendre les notions de vie, de mort, donc avec par exemple le cycle de la vie d'une fleur. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper un ensemble d'activités qui allaient pouvoir être utiles à différents moments. On va en détailler un certain nombre. Il y a des conseils généraux. Alors ça revient d'ailleurs au fil de ces 50 clés, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut évidemment le lire comme je l'ai fait de A à Z, mais on peut aussi piocher d'ailleurs. Hein. C'est tout l'intérêt de cette formule des 50 clés. Il y a quand même des principes généraux. Le premier, c'est de tenir compte de l'âge de l'enfant, avec un âge charnière qui est 6 ans. Enfin, c'est en gros ce qu'on appelle l'âge de raison en langage populaire. C'est ça. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée sur des études et des recherches que j'ai pu trouver au fil de l'écriture du livre. Et effectivement, avant 6 ans, les enfants n'ont pas forcément conscience que la mort est irréversible. Ils peuvent penser qu'on meurt, mais qu'ensuite, on va pouvoir revivre. Alors que plus l'enfant grandit, et au-delà de 6 ans, en général, il commence à intégrer petit à petit qu'effectivement la mort est irréversible et que les personnes qui sont décédées, on ne pourra plus effectivement passer de moments avec eux, ni les voir, ni les entendre. On fait attention à l'âge, on fait attention, et ça, il n'y a que chaque individu qui peut le savoir, chaque parent, si on parle des parents, c'est la sensibilité de l'enfant. Oui, effectivement, il y a l'âge qui entre en compte, mais beaucoup le tempérament et la sensibilité de chaque enfant, parce qu'au-delà de l'âge, on n'a pas tous la même sensibilité et donc la même réponse à ce qui se passe. Après, c'est important d'ouvrir dans tous les cas des espaces de parole pour que les enfants se sentent suffisamment en confiance pour venir nous poser leurs questions. Confiance, c'est un mot-clé. Il revient souvent. Que l'enfant se sente en confiance, mais pour ça, il faut se faire confiance un peu à soi-même aussi, parce que beaucoup de parents, beaucoup d'adultes n'osent pas trop y aller parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a des parents qui peuvent avoir eux-mêmes peur de la mort, tout simplement, et qui vont préférer éviter de parler du sujet. Pour ça, ce qu'il est possible de faire, si jamais on n'est pas à l'aise, mais que malgré tout, notre enfant est en demande de réponse, c'est soit de s'appuyer sur des albums jeunesse, soit de trouver aussi une autre personne ressource qui fait partie de l'entourage, donc ça peut être des amis, de la famille, des voisins, qui, eux, vont pouvoir justement répondre avec plus de facilité aux enfants. Et avoir cette discussion. La première étape, c'est l'annonce du décès qui est arrivé dans l'environnement de l'enfant. Il s'est endormi ou il est monté au ciel, c'est pas une super idée.
Alors effectivement, il y a des mots qui vont être plus à privilégier que d'autres. Et quand on dit à un enfant que papy s'est endormi, ça peut prêter à confusion parce que la mort et le sommeil, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que chez le petit, il ne faut pas s'étonner s'il ne veut pas s'endormir après. C'est ça, ça peut créer des troubles du sommeil, faire en sorte que ça peut créer le fait que l'enfant va mettre du temps à s'endormir, peut-être va avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, va avoir peur aussi que ses propres parents meurent, par exemple, si jamais ils vont se coucher et qu'ils s'endorment. Et pareil pour il est monté au ciel ou elle est montée au ciel. Ou il est parti, parce qu'il y a toujours cette notion de on peut le revoir, il peut revenir, et donc on n'est pas dans le côté irréversible. Ouais. Est-ce qu'on peut, Nadège Petrel, mentir un petit peu quand même? Moi, je vais vous dire non. Non, on va dire les choses aux enfants avec beaucoup d'honnêteté, de simplicité aussi. Bien évidemment, encore une fois, en s'adaptant à l'âge, à la sensibilité de chaque enfant, mais on va leur dire les choses. Parce que nous, on va forcément être préoccupés par tout ce qui se passe. On perd un être qui nous est cher, qu'on aimait. Donc, il y a tout notre langage non-verbal aussi qui va entrer en compte. Et l'enfant, il va forcément sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne ment même pas, par exemple, pour le suicide ou pour le suicide d'un des parents? Pardon? Sur le suicide, oui. On ment un peu ou pas quand même là? Non, toujours pas. On ment pas. Vous aurez noté que j'ai essayé quand même de mentir beaucoup, mais non, avec Nadège, on ne ment pas. On ment pas. On dit les choses encore une fois. En adaptant à l'âge et à la sensibilité, mais on les dit. Et en restant au final toujours rassurant malgré tout pour l'enfant. Voilà, message extrêmement important. Il est dans 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. C'est aux éditions Erol, le guide parental de 3 à 10 ans pour les enfants. Nadège Petrel, on vous retrouve juste après l'anti-sèche. Merci. Bon, Noirette. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et si ça vous fait rire la mort de Louis XI, vous êtes en train de vous dire, si j'avais dû annoncer la mort de Louis XI à ses enfants par exemple. On ne ment pas. On ment pas. Alors, vous allez revenir sans mentir sur l'histoire de ce souverain, sans doute un des plus marquants, l'un des plus redoutés de l'histoire de France. Oui, effectivement, numéro anniversaire, c'est Louis XI. De l'histoire junior. Oui, le magazine pour les 10-15 ans, extrêmement passionnant. Bon, chaque mois, ils ont toujours des dossiers passionnants. Cet été, par exemple, on est parti à la découverte des espionnes, effectivement, Joséphine Baker ou encore Matari. C'était extrêmement passionnant, on apprend beaucoup de choses. Donc là, c'est Louis XI. Mais c'est vrai que quand on parle de Louis XI, on a toujours rarement de bonnes impressions sur lui. On dit souvent beaucoup de négatifs. Alors ce roi Louis XI, l'universal aragne, comme on le surnommait, il est né en 1423, donc à Bourges. C'est le fils du roi Charles VII, évidemment, qui a mis fin à cette guerre sanglante, la guerre de 100 ans contre les Anglais. Alors lui, adolescent, ce dauphin, il se révolte à de nombreuses reprises contre son père. Il le déteste. Il n'y a pas d'autre personnage dans l'histoire de France qui déteste autant son père que Louis XI. Alors évidemment, lorsque son père meurt en 1461, évidemment qu'il est très content. Il a 38 ans, il monte sur le trône de France, il ne sera pas présent du tout à ses funérailles. On le soupçonne même d'avoir assassiné son père. Bon, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, pourquoi pas, ça on ne sait pas. Il y a au moins un plan symbolique. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il va dépenser beaucoup d'argent parce qu'il va se faire sacrer à Reims. Ça fait extrêmement polémique à l'époque où la France sort tout juste de la guerre de 100 ans. Il va aussi se venger très rapidement, non pas contre son père, non pas contre la dépouille, il est mort, mais contre les serviteurs de son père qui ont aussi trahi le jeune Louis. Évidemment, il y a un seul objectif, un seul lieu, c'est la prison. Ils sont tous emprisonnés très rapidement, même sans preuve, un peu comme avec ces lettres de cachet. On emprisonne tous les opposants politiques de Louis. Donc ça, c'est le versant extrêmement désagréable de Louis XI. Il a aussi, vous l'avez dit, cette tâche de rendre à la France sa prospérité perdue. On vient de sortir de la guerre de 100 ans. Et il va contribuer à l'expansion du royaume. Mais ça, c'est le Louis XI dont on garde peut-être un peu moins en mémoire. Oui, c'est le Louis XI positif, le Louis XI un peu moins connu. Effectivement, il reprend les rênes du royaume. C'est là qu'on commence à le surnommer l'universel aragne. En fait, c'est l'universel araignée. Vous savez, il tisse sa toile, il est au centre, il contrôle tout, il veut tout contrôler. Il est très paranoïaque quand même, ce roi. Il met par exemple au point un système extrêmement intéressant qui permet aux cavaliers d'échanger leur monture fatiguée contre un nouveau cheval. Des relais. Dans des relais, effectivement. C'est la Poste, ça. C'est la Poste, effectivement. 1477, la Poste est inventée par Louis XI. Voilà une bonne chose de très bien pour le roi. Bon, c'est aussi le premier personnage à promouvoir l'imprimerie dans le royaume de France vers 1470 avec ces imprimeries très importantes, notamment autour d'Albi et de Lyon. Il modernise aussi l'armée royale avec pour modèle les Suisses, comme toujours. Et il va, évidemment, ça c'est le versant négatif, il va sans cesse augmenter les impôts et les taxes multipliés par 3 sous son règne. Donc c'est malheureusement très important. Vous essayez de nous le faire aimer là ou c'est quoi? Non, mais ça c'est le côté négatif, c'est aussi qui va donner lieu à de nombreuses révoltes contre le roi. C'est vrai. La désorganisation évidemment de son royaume aussi, ces révoltes à de nombreuses reprises contre lui. C'est le cas notamment des grands noms. Beaucoup d'hommes vont se révolter, des hommes extrêmement puissants. Le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, il va avoir un duel extrêmement important dans l'histoire entre ces deux hommes. Il va réussir quand même à diviser Louis XI, les coalisés, mais ce sera évidemment le début d'une lutte acharnée entre les deux, une lutte de 10 ans.
Et cette lutte, elle prend fin à la mort de Charles le Téméraire. 1477, le voilà débarrassé d'un adversaire extrêmement redoutable. Et pour les auditeurs les plus attentifs, quand même, je crois que c'était le duc de Bretagne, non pas de Bourgogne, comme on a dit. Oui, de Bretagne. De Bretagne. On a dit Bourgogne. Voilà. C'est Bretagne. C'est Bretagne. Est-ce que la fin du règne de Louis XI sera aussi agitée que ses premiers pas? Oui, en fait, il réussit quand même à trouver un certain équilibre, ce roi Louis XI. Entre autoritarisme et négociation, c'est aussi un homme à la santé fragile, comme la plupart des rois à cette époque. En 1478, Louis XI tombe extrêmement malade. Il se retire définitivement 2 ans plus tard dans son château de Plessis-les-Tours, en Indre-et-Loire, pas très loin de la commune de Lariche aujourd'hui. Il vit évidemment dans la haine. Il a peur d'être emprisonné, d'être empoisonné comme son père. Il avait aussi cette peur. Il n'osait plus s'alimenter dans ses derniers jours. Il s'entoure de nombreuses reliques. C'est un homme extrêmement pratiquant, catholique. Il fait également venir dans son château François de Paul. C'est un religieux qui aurait le don de soigner les hommes. Bon, voilà, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il lui fait comprendre que non, c'est trop tard, la mort va arriver. Il meurt donc le 30 août 1483 à l'âge de 60 ans. Son fils monte sur le trône de France sous le nom de Charles VIII. Bon, il a 13 ans, ça c'est le problème. Donc c'est sa sœur Anne de Beaujeu qui va assurer la régence et la France entre pleinement dans la Renaissance. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cet ouvrage, ce magazine junior. Louis XI, un souverain redoutable. Ce qui est bien, c'est qu'on a un glossaire, toujours pour expliquer un peu les définitions les plus complexes. On a aussi une interview avec une historienne qui a écrit sur Louis XI. Beaucoup de définitions. Il y a des jeux, non? Des quiz, oui, des jeux, des quiz, notamment à la fin. Voilà. Ça, on adore ça. Et vous testez vos connaissances à la fin du magazine pour tout savoir. Bon, on apprend beaucoup de choses pour les petits et les grands. Ça sert de base pour ensuite approfondir les grands ouvrages sur ce roi aussi détesté que jalousé. Il y a quand même écrit un souverain redoutable, point d'exclamation sur la couverture. Bon, non, merci beaucoup, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral. J'avais prévu de vous lire quelques extraits du livre en page 10. Mon ambition est de faire de la mort et du départ des personnes que l'on aime très fort un événement qui rend plus fort, se révélant bénéfique pour les personnes qui restent. Avoir côtoyé la maladie, la mort, avoir connu la peur et la tristesse de façon très intense m'ont permis de prendre de la hauteur et surtout de me rendre compte combien la vie est précieuse, belle et mérite d'être vécue à 100%. Je vous cite Nadège Pétrel dans 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. C'est chez Erol. Alors on le disait, il y a plein d'activités. Je veux bien qu'on passe quelques temps pour les raconter. L'arbre généalogique. Alors on voit ce que c'est un arbre généalogique. Oui. Ça sert à partir de quel âge et ça sert à quoi? Alors, à partir de quel âge, je dirais que ça dépend combien de la complexité de l'arbre, d'accord. De la complexité de l'arbre. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert à montrer aussi aux enfants que même les personnes qui sont décédées, c'est-à-dire qu'on ne voit plus, à qui on ne parle plus, continuent de vivre à travers nous, à travers notre récit, à travers nos souvenirs. C'est-à-dire que tant qu'on parle d'eux, au final, ils continuent d'exister. Et puis, ça permet surtout aussi de prendre la conscience que, au final, tous les êtres vivants, tous les êtres humains naissent et meurent et que la mort fait partie de la vie. D'un cycle. Exactement. Le petit coin de recueillement dans la maison. Alors, le petit coin de recueillement dans la maison, moi, je le trouve particulièrement intéressant, surtout quand le décès vient d'avoir lieu. Pourquoi? Parce que ça permet de participer aussi à sa façon à travers des petits rituels qui vont aider l'enfant à faire son deuil. Donc, on fait quoi? Comme une sorte de petit hôtel, qu'on peut mettre une photo, un souvenir, quelque chose. On va prendre des objets qui vont nous rappeler la personne qui est décédée. On va les mettre dans un petit coin de la maison, sur un meuble, dans un plateau. Et l'enfant va pouvoir venir, regarder, penser, se souvenir des moments heureux vécus avec cette personne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aider l'enfant, je ne vous ai pas posé la question, à exprimer ses émotions. Il y a des enfants qui expriment très peu d'émotions face à au décès. Alors on se dit, alors qu'est-ce qu'il a? Il est complètement psychopathe. Et en fait, non, peut-être, mais c'est... Disons qu'en fait, effectivement, il y a des enfants qui vont exprimer très facilement leurs émotions, leur tristesse, leur colère. Il y en a d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Alors déjà, il y a des enfants qui ne seront pas tristes. Et ça aussi, c'est totalement normal. Ça dépend de l'âge qu'ils ont et du lien qu'ils avaient avec la personne qui est décédée. Donc on ne va pas forcément s'affoler. Par contre, effectivement, il y a des enfants qui ne vont pas les exprimer, mais où nous, en tant que parents, on va détecter que peut-être il y a des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des difficultés scolaires alors qu'il n'y en avait pas. Ça se manifeste ailleurs. C'est ça. Donc c'est important de rester attentif à tout ça et d'observer notre enfant dans sa globalité. Et là, vous trouverez en page 60 un petit questionnaire pour aider à identifier les émotions de l'enfant et que l'enfant apprenne lui-même à les exprimer. La relaxation du fil doré. Oui. Je sais, ça fait un peu, c'est grand oral, c'est le côté grand oral de l'émission là. En fait, c'est une relaxation qu'on peut lire aux enfants qui leur permettent en fait de comprendre que même si la personne est décédée, il y a toujours un lien qui nous unit à elle et ce petit lien, c'est l'amour et que moi je représente à travers cette relaxation avec un petit fil doré qui est invisible mais qui au final
nous permet de nous relier à cette personne. Et quand vous dites et que vous répétez qu'il s'agit de relaxation, c'est parce que c'est vraiment aussi un exercice sur la respiration. Oui, c'est une vraie relaxation. J'inspire, j'expire. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant de commencer de lire l'histoire, il y a effectivement un exercice de respiration pour se concentrer, se recentrer sur soi, sur son corps. Ça permet d'apaiser les pensées. Et puis ensuite, on lit l'histoire pour se détendre et pourquoi pas pour que l'enfant s'endorme. Faire des mandalas, ça aide à autoréguler ses humeurs aussi. Et là, c'est valable d'ailleurs en dehors du deuil, de la mort, ça vaut tout le temps. Tout à fait. En fait, les mandalas, ça permet là aussi de se concentrer sur une activité, d'être dans l'instant présent et pas dans toutes les pensées qui pourraient venir nous parasiter, nous stresser, etc. Donc on se détend et moi j'invite toujours les parents, quelles que soient les activités, à les partager et à les faire avec les enfants. Ça c'est fondamental. Oui. C'est ce que disent beaucoup de pédopsies sur les écrans d'ailleurs. Non, c'est pas, il y a le problème de ce qu'ils regardent sur les écrans, mais surtout le fait que ça coupe du regard de l'enfant, parent-enfant, et que ça coupe de l'attention, de l'amour ressenti par les enfants. Évacuer la colère, elle est normale la colère, et on peut y aller. Oui, Franco, alors, effectivement, déjà c'est important de bien rappeler que toutes les émotions sont importantes. Et effectivement, la colère, on peut l'évacuer en tapant très fort des pieds, en sautant, en criant. Et là aussi, on n'hésite pas à faire avec les enfants. Parce que l'émotion, elle se vit avec le corps et en bougeant. Allez, un petit dernier, on l'aime redit, c'est la roue du retour au calme. Oui. Donc là, effectivement, j'ai créé une roue qui est dans le livre et qui permet à l'enfant de choisir en fait l'activité qu'il a envie de faire pour retrouver le calme. La roue du retour au calme. Et si on regarde, il y a déchirer une feuille, dessiner ma colère, souffler sur une bougie, serrer mon doudou, changer de jeu, faire la respiration du lion. La respiration du lion ? Oui, alors ça, c'est une respiration issue du yoga pour les enfants, où on est au sol et au final, on inspire. Et quand on expire, on tire la langue, on louche et on fait un grand « ah ». Voilà. Vous n'avez pas tiré la langue ? Non. Je l'ai pas. Brandon, respiration du lion. Ah, la langue. La langue. Oui, mais c'est compliqué la langue. Il y a des deuils particuliers, on va en parler juste après la récré, des deuils compliqués. Il y a les deuils dans la fratrie, il y a le deuil périnatal, enfin des deuils compliqués. Sans doute tous les deuils le sont, mais ceux-ci sont particulièrement prégnants. On va retrouver Nadège Petrel juste après pour 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort, mais pour leur la récré. Brandon. Vous êtes un spécialiste de la langue. Oui, ça va. Ça va, bon. Puisqu'on va faire avec vous un tour chez l'un des animaux préférés des Français, le chat, avec la sortie de Donner sa langue au chat, c'est aux éditions de L'Opportun, un livre qui revient sur les origines de nombreux proverbes et expressions. Il se marre. Il est heureux. Il est heureux. Il ne sait pas faire le lion, mais il est heureux. Il y a un truc dingue, moi je ne saurais pas faire le lion. Je suis lion pourtant. En plus. En plus. Bon bah alors. Et Donner sa langue au chat, Sonia Perbal, Christophe et Jean-François Brichant. Extrêmement passionnant quand même. Vous avez dit Christophe et Jean-François quoi ? Brichant. Ah, Brichant, d'accord. Pourquoi ? Parce que vous avez écrit Brichat. Ah bah Brichat, c'est drôle. Mais c'est drôle, ça m'avait fait rire. C'était voulu ou pas ? Non, vous l'avez écrit, vraiment. Ah, bon, bah, c'est un jeu de mots. Non, extrêmement passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses, vraiment. Ça, c'est le but. Mais ce qui m'intéresse le plus, comme toujours, c'est qu'il y a beaucoup d'origines historiques. Et oui, toujours, c'est ponctué. Et là, et surtout, beaucoup d'humour extrêmement pédagogique. Mais figurez-vous que le chat, quand même, c'est l'animal. Donc il existe le plus d'expressions et de proverbes dans la langue française. Vous en avez quelques-unes ? Des expressions, avoir un chat dans la gorge, la nuit tous les chats sont gris, effectivement, on a joué il y a le chat échaudé. Oui, créer un l'eau froide. Curieusement d'ailleurs, parce que s'il est échaudé, enfin bon bref. Avoir un chat dans la gorge. Et de quoi C'est quoi l'expression la plus célèbre sur le chat ? La langue au chat, non ? Oui, donner sa langue au chat. Arrêtez, vous me faites rire. Je peux pas expliquer. Alors écoutez. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression ? Pas du tout. C'était donner sa langue au chien. C'est ça l'origine. C'était donner sa langue au chien. Et vous savez, ça vient de qui ? Madame de Sévigné. Parce que Madame de Sévigné... Non, je vous en prie, pas vous, parce qu'après, c'est contagieux. C'est ce qu'elle écrivait dans ses lettres, qu'elle se débarrassait de la nourriture, en fait, donc elle donnait forcément au chien. Voilà. Et George Sand, au 19e, qui vivait avec les chats, qu'est-ce qu'elle disait ? Parce qu'en fait, George Sand disait « Mettre quelque chose dans l'oreille du chat, c'est lui confier quelque chose qui devrait rester secret. » Oui, puis, alors du coup, on a réuni le chien et le chat. En fait, on a réuni le chien et le chat en une seule expression, un peu de langue aussi, et c'est venu donner sa langue au chat. Et voilà, et donc si on veut connaître toutes ces expressions, donner sa langue au chat, il faut vous remettre. Sonia Perbal, Christophe et Jean-François Brichant, et non pas Brichat,
356 proverbes et dictons de chat décryptés. C'était une récré. Beaucoup d'expressions là-dedans, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ben, j'en doute absolument pas, j'ai déjà appris des choses. Voilà. Il est hargneux, il est comme le chat, plus il mange, plus il est hargneux. Ça vient du Languedoc. Ah oui, ok, ouais. bon bah. Vous saviez ça? Merci. Grand oral, Nadège Pétrel. Nadège Pétrel, autrice de 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. Je vais citer un autre extrait du livre de Nadège Pétrel qui se trouve vers la fin du bouquin et que je vais retrouver. Le chagrin peut prendre de nombreuses formes, mais les enfants sont déterminés et résilients. Ils ont toutes les capacités pour surmonter les obstacles lorsqu'on leur apprend comment faire. Grâce aux jeux, aux exercices de respiration, on l'a vu. Je suis toujours très reconnaissante, écrivez-vous, de pouvoir les observer évoluer. Et c'est pour cette raison que cet ouvrage est né. La résilience, de faire confiance à l'enfant. Oui. Fondamental. Oui. Alors moi, je base vraiment toute ma parentalité là-dessus et c'est vraiment ce que j'essaye au maximum de transmettre aux parents. C'est-à-dire à la fois faire confiance à l'enfant, lui apprendre à nous faire confiance, qui est toujours cette confiance mutuelle. Et je trouve qu'on apprend énormément en observant les enfants. Il y a des deuils particuliers, je le disais, dans la fratrie, le deuil périnatal. En tant que parent, en tant qu'adulte, on aborde ces deuils de la même façon que les autres? Alors, en tant que parent, je pense que c'est compliqué quand il y a un deuil de notre propre enfant. Donc dire qu'on l'aborde de la même façon que les autres, je pense pas. Je pense que ça reste... c'est terrible. Ouais. Après, c'est effectivement dans la façon dont on va le présenter à l'enfant. Parce que peut-être qu'il a connu son frère, sa sœur. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place pour... continuer à qu'il l'ait connu ou qu'il ait connu la promesse de ce frère ou de cette sœur quand il s'agit du deuil périnatal. Exactement. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas complètement concret, mais pour autant, il savait qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, ça fait partie aussi de son histoire et c'est important de l'évoquer avec lui. Vous consacrez tout un chapitre, c'est en page 78, sur la posture de l'adulte. Alors effectivement, la posture de l'adulte, elle est importante parce qu'au moment où on va annoncer que ce soit la maladie ou la mort à l'enfant, la façon qu'on va avoir d'annoncer ça à l'enfant, ça va avoir un impact. Ça conditionne plein de choses. C'est ça. Donc soit ça va être le stresser ou pas. Donc, c'est vraiment complexe parce que c'est un équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver entre nos propres émotions et ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant pour à la fois lui parler, donc sans lui mentir, mais tout en ayant quand même des paroles assez rassurantes par rapport à l'avenir. Voilà, et il y a une grille de questions. Est-ce que je suis gêné ou mal à l'aise avec la mort? Est-ce que j'ai peur de la mort? Quelles sont les croyances? Que dit ma religion si j'en ai une? Est-ce que le défunt est proche de mon enfant, etc. Donc il y a un tas de questions qui peuvent, de manière hyper concrète, nous aider à nous préparer à ce type d'annonce. Est-ce qu'on emmène les enfants aux enterrements? Parce que le rituel, ça peut aider. Oui. Alors, disons que personnellement, et là c'est vraiment moi, je pense qu'avant l'adolescence, c'est pas forcément nécessaire de les amener à l'enterrement. Maintenant, il y a des fois où on n'a pas le choix. Ou peut-être qu'au final, on va se dire que notre enfant est en totale capacité effectivement de vivre un événement pareil. Donc là, on peut l'emmener. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de pouvoir l'emmener au cimetière. Donc ça peut se faire en décalé, le lendemain, le surlendemain, quand au final, on est seul avec notre enfant, dans le calme, et on peut lui expliquer les choses sans le trop-plein d'émotions des personnes qui pourraient être autour. Je disais en toute introduction de l'émission qu'il y avait beaucoup de sensibilité dans votre livre. En fait, c'est vraiment le fil à tirer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif à la fois à soi-même, à ce qu'on ressent, et également à la manière dont l'enfant perçoit les choses. Mais au fond, tout est possible. Oui, tout est possible. Et heureusement, on finit toujours par, au final, se relever et avancer. Après, voilà, il faut s'apporter à la fois à soi en tant que parent beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Se dire que parfois, on va avoir besoin de temps aussi pour vivre toutes ces épreuves-là. Et à la fois être très attentif à notre enfant, à son comportement, et pareil, lui apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Vous parliez de la maladie, y compris de maladies que vous avez traversées. On peut préparer les enfants au deuil? Bien sûr, bien sûr. Et ça me semble important si on sait que ce sera l'issue de la maladie. Donc là, effectivement, on peut commencer à les préparer, à leur expliquer un petit peu comment ça va se passer pour nous, tout le parcours de soins, et puis se projeter aussi un petit peu dans la vie après. Cérémonie des adieux, bonne idée, mauvaise idée? Cérémonie des adieux... Aller voir une dernière fois Oui,
Le grand-père, la grand-mère très, très âgés à l'hôpital, tout en disant à l'enfant, c'est la dernière fois que tu vois papy ou mamie. Soit y aller avec l'enfant, soit j'aime bien aussi l'idée de se dire que l'enfant peut faire une photo, une vidéo, un enregistrement audio. Je me dis maintenant, à l'ère du numérique, on a tous un téléphone, on peut faire ça assez facilement et aller le montrer à la personne qui est malade. Et ça permet des fois de faire une petite transition, mais tout en permettant une continuité avec l'enfant. J'ai une dernière question avant de passer à un tout autre sujet, qui est quand l'enfant manifeste la peur de sa propre mort, et vous en parlez. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui peut aussi revenir au fur et à mesure qu'il grandit, parce qu'il prend conscience que c'est irréversible. Malgré tout, il prend conscience que quand il y a une maladie, quand il y a... Voilà, suivant le décès, potentiellement, ça pourrait arriver. Pourquoi pas moi voilà. Donc là, c'est important d'être rassurant, de réexpliquer, de repositionner que normalement, voilà, dans les faits, c'est vraiment quand on est très vieux ou quand il y a une grave maladie, que du coup c'est dans très très longtemps et qu'en attendant, il faut profiter pleinement de la vie et trouver des moments de joie dans le quotidien. 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. Tous les mots pour parler de la mort et du deuil, l'accompagner face à la maladie des proches, les outils pour le rassurer. C'est un super guide, ça vient de sortir chez Erol, c'est signé Nadège Petrel. Merci, vous restez avec nous. Merci. On va passer à la cantoche, parce qu'on a une petite rubrique cantoche dans notre quotidienne. Brandon, merci beaucoup, ça va mieux? Manuel, ça va, très bien. Ok, super. Sandra Ferreira, plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes nutritionniste et diététicienne. On va parler aujourd'hui du cycle menstruel, qui est un moment qui peut provoquer certains symptômes extrêmement douloureux suite aux changements hormonaux. Et vous allez nous parler d'une alimentation qui vise à améliorer le bien-être des femmes pendant les règles, qui réduit les symptômes qui se présentent quelques jours avant les menstruations. Petit rappel de ces syndromes, on en a parlé il n'y a pas super longtemps d'ailleurs, parce qu'on avait parlé endométriose. Tout à fait. Alors là, je vais plutôt cibler sur le syndrome prémenstruel, le SPM, qui est une expression qui sert tout simplement à décrire plusieurs symptômes qui vont être tant émotionnels que physiques, quelques jours avant les règles, voire pendant les règles, mais surtout quelques jours avant, d'où l'expression prémenstruelle. Alors les causes ne sont pas connues, malheureusement, et la recherche à ce jour se concentre sur 3 aspects: le déséquilibre hormonal, les carences nutritives, donc on va parler de ça essentiellement, et le désordre chimique au niveau du cerveau. En d'autres termes, ça se traduit souvent par des maux de tête, des crampes abdominales, des troubles du sommeil, de l'irritabilité et diverses autres douleurs. Alors sur ces 3 aspects, celui qu'on surligne avec vous, bien évidemment, ce sont les carences nutritives. Et est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut soulager ces symptômes grâce à l'alimentation? On va pouvoir améliorer, effectivement, en ayant une alimentation particulièrement équilibrée pour minimiser les douleurs. Le premier de mes conseils, juste avant les règles et voire pendant, c'est de fractionner son alimentation. Fractionner, ça veut dire faire plutôt plusieurs petits repas que 3 gros repas. Vos 3 gros repas, vous les scindez, ça fait plusieurs petits repas. Ça sera beaucoup mieux pour les douleurs. Pensez aussi à améliorer l'alimentation en y mettant suffisamment d'oméga 3. En d'autres termes, utiliser de l'huile de colza et des poissons gras. Parce que ça renforce Eh bien, ça produit des molécules anti-inflammatoires et du coup, ça va réduire la contraction des muscles de l'utérus, réduire les douleurs menstruelles et... À titre d'exemple, une poignée de graines de lin par jour pendant cette période peut améliorer. Alors attention, ça ne va pas tout faire disparaître, mais on est quand même dans l'amélioration intéressante. Le magnésium, vous avez parlé du magnésium un jour. Oui, le magnésium, effectivement, ça a des vertus aussi anti-inflammatoires, mais surtout, ça va jouer contre la nervosité, les sautes d'humeur qu'on peut avoir malheureusement à cette période, la sensibilité des seins aussi et les douleurs menstruelles. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait 400 mg de magnésium par jour. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 30 g de noix du Brésil, donc une petite poignée, 30 g de céréales à base de son d'avoine, 100 g de thon ou 150 g d'épinards cuits délicieux. Génial. On peut cuisiner de manière absolument succulente. Et bien sûr. Vos bonnes recettes. On réduit aussi d'autres... Oui, alors... Il y a d'autres conseils quand même, non? Effectivement. Réduisez la consommation d'alcool, de caféine et de boissons gazeuses pendant cette période parce que ça va éliminer le magnésium et on en avait besoin, je viens de le dire. En cas de perte sanguine abondante, bien sûr, il faut refaire sa réserve de fer derrière. Alors, ou on fait de la complémentation, ou on mange un peu plus de boudin et de foie dans les jours qui suivent parce que ça contient beaucoup de fer. Et puis les légumineuses et les céréales complètes qui vont fournir des fibres alimentaires et surtout qui vont permettre la libération de sérotonine qui est une hormone de bien-être, ce qui va améliorer les états dépressifs et la fatigue quand même qui nous touche pendant cette période. En dehors de l'alcool et des boissons gazeuses, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter? Oui, alors pour ce qui est à éviter, on évite tout ce qui va élever la glycémie et qui va nous donner des fringales et de la rétention d'eau. En d'autres termes, on évite tout ce qui est produits raffinés, le pain blanc, les pâtes blanches, quand c'est très raffiné, c'est pas très utile ni essentiel. On évite le sel et on évite le sucre.
Merci, Sandra. C'est pas super loin de bons conseils diététiques que vous nous donnez de manière assez récurrente. Voilà, mais si on peut forcer là-dessus pendant cette période, c'est une période où il faut faire spécialement attention. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, comme d'habitude, Sandra. Merci Nadège Petrel de nous avoir accompagnés dans cette émission 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort. C'est chez Erol. Ça vient de sortir. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, Emma Frari en régie, Saïd Mahou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.